non, on ne le voit pas tout de suite, ça va être plus tard. Transport par pipeline. Ça, ce sont des sections du pipeline qui dorment. Pipeline qui dorment au Dakota du Nord, c'est pour... il y a différents tronçons du pipeline Keystone. Donc, on les voit ici, les tuyaux. On voit ici la machine en train de faire la tranchée pour pouvoir installer le pipeline sous terre. Comme on peut voir, ce n'est pas non plus des profondeurs très très grandes, c'est quelques mètres. Ici, on voit les grues qui vont déposer ça délicatement au fond. On le voit ici aussi de plus proche. Ici, on voit que les soudures vont se faire une fois au fond. Là, on voit qu'il y a différentes sections qui sont... je ne sais pas s'il y a des sections de compléter ou non. Voilà, on est en train de creuser la tranchée. On voit qu'il y a des sections qui sont creusées, d'autres qui ne le sont pas. On voit l'emprise nécessaire pour le pipeline. L'emprise, c'est la largeur diminuée chaque fois. Là, ici, on voit plutôt quelques décennies plus tard. Ça, c'est dans les environs de Montréal. C'est le Pipeline and Bridge. Donc, on peut voir qu'il y a différents pipelines dans différentes directions. Mais les pipelines sont en train d'examiner probablement celui-là, le pipeline 9B, dont on voudrait inverser le flux. Donc, au lieu de partir de Montréal vers l'Ontario, ce serait plutôt de l'Ouest canadien, de l'Ontario vers Montréal. Les pipelines, c'est 73 000 km qui ont transporté en 2013 des produits pétroliers ou gaziers d'une valeur de 134 milliards de dollars à un coût de 7 milliards de dollars. J'ai trouvé le chiffre intéressant parce qu'il donne une idée de la quote-part que prennent finalement les compagnies pipelinières sur le pétrole qui transite. Donc, 7 milliards sur 134 milliards, c'est équivaut à peu près à 5 %. Et il y a d'autres valeurs qu'on a aussi sur Internet, qu'on peut dire que le coût du transport, c'est de l'ordre de 9 $. Si le baril est à 100 $, c'est équivaut à 9 %. Évidemment, ça dépend aussi de la distance sur laquelle le pétrole transite, mais on voit quand même l'ordre de grandeur. C'est supérieur à 1 % et c'est probablement inférieur à 15 %. Sinon, si celui qui est détenteur du tuyau en prend une trop grosse portion, les raffineurs, les producteurs, ça ne sera pas équitable. Est-ce que tu as conscience de l'article que l'ONU approuve dit qu'il n'y a pas de risque avec l'Union GS aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu connaissance de cet article-là. Ça ne m'étonne pas outre mesure. Bon, maintenant, les différentes voies, si on compare les différentes voies par bateau, si on transporte de Colombie-Britannique au Japon, donc on traverse quand même un océan, là, 3 à 6 $ le baril. Par oléoduc, de l'Alberta au Texas, c'est 9 $ le baril. De l'Alberta, probablement à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, ça pourrait être de l'ordre de 12 $. Par rail, de 18 à 24 $ entre l'Alberta et le Texas. Donc, on peut voir que pour le producteur ou le raffineur, c'est beaucoup plus avantageux d'aller par bateau. Sauf que quand le pétrole est en Alberta, ça ne marche pas. Donc, c'est plus avantageux d'aller par oléoduc. Et quand on est mal pris, ben, c'est le rail. Parce que là, c'est quand même une fraction substantielle du profit, de la marge de profit qui risque de disparaître. Et c'est les compagnies qui gèrent le transport par rail qui vont faire leurs frais parce que les autres, ils disent qu'on est dans une position favorable pour négocier, puisque les projets pépiniers n'aboutissent pas. Ben nous, on vous offre nos voies ferroviaires. On vous loue nos wagons, etc. Il y a des compagnies qui se spécialisent dans la location de wagons, il y en a d'autres qui s'occupent du rail, etc. Oléoduc, quelques rudiments, ça c'est comment on met ça dans la tranchée, mais je pense que je vais passer un peu plus vite. À quelle profondeur le pipeline sera-t-il enfoui? Ça, c'est toute une série de questions qu'on peut retrouver sur le site internet de Pipeline Saint-Laurent. Parce que des oléoducs au Québec, on en a. On en a des petits, là, mais on en a un important entre Montréal et Québec, entre les deux raffineries, les Pipeline Saint-Laurent, qui est géré par Valero, qui était anciennement Ultramar. Donc, à quelle profondeur sera-t-il enfoui?
Il est recommandé d'enfouir les conduites avec un recouvrement minimum de 1,2 m de profondeur en milieu cultivé et de 0,9 m en milieu boisé. Les propriétaires peuvent essayer de négocier avec les compagnies pour que ce soit un peu plus profond. Mais règle générale, c'est pas facile de négocier avec ces compagnies-là pour en l'enfouir plus profondément. Parce qu'évidemment, eux sont, je vais dire, sur des rails, ils ont toutes des réglementations, ils ont des normes à respecter, et moins tu fais de flafla ou de choses inhabituelles, plus tu risques d'être conforme. Autre question, quelles seraient les conséquences d'une rupture du pipeline? La rupture du pipeline entraînerait une fuite de produits, quand même, avec de très faibles risques d'incendie ou d'explosion. Dans le cas très improbable d'une rupture en sous-sol, la fuite de produits pétroliers serait détectée rapidement. Ils ne disent pas combien de minutes ou d'heures, ils ne disent pas comment ils vont le détecter, mais c'est le genre de réponse qu'ils donnent à l'internaute, mais c'est le même genre de discours qui tiennent aussi aux propriétaires et aux gens qui se rendent dans les séances d'information. Les municipalités situées sur le parcours du pipeline ont-elles tout un plan d'intervention en cas d'urgence? Et la réponse, la plupart des municipalités ont aujourd'hui un plan de mesure d'urgence. Mais quand on demande à notre conseil municipal s'ils en ont un, plus souvent qu'autrement, on nous répond que non, ils n'ont pas. Est-ce qu'ils en ont un spécifique au générateur d'incidents, au générateur, comme on dit, de risque, qui est le pipeline, mettons, le pipeline Saint-Laurent dans ce cas-là? Pas toujours. Ils peuvent avoir des plans d'urgence plus générales, plus génériques, mais il faut des plans d'urgence sur mesure. Et il faut tenir compte du fait que ce qui est transporté par le pipeline n'est pas toujours la même chose d'une journée à l'autre. Donc, il faudrait pratiquement savoir ce qui se passe dans le pipeline en temps réel pour pouvoir agir adéquatement. Quel est le... Quand tu changes de sorte, comme tu disais, ça se contamine un peu, puis ça se contamine un peu, puis il arrive en bout de piste où la raffinerie, bien, il y a un lot qui est vraiment mélangé, donc il vient de tomber dans une seconde catégorie, puis en général, il est vendu 2 fois moins cher, ou il est raffiné, et puis probablement que la part de risque est divisée également entre le raffineur et le producteur. Et le transporteur doit certainement aussi assumer peut-être... plutôt, c'est ça, le producteur, j'ai l'impression qu'il doit dire « Écoute, transporteur, fais ton travail correctement », puis le transporteur doit peut-être partager la poire en deux avec le client du bout. En ce qui concerne la servitude, c'est quelque chose d'important. La servitude est perpétuelle. Donc, si un propriétaire, finalement, signe un contrat de servitude avec la pépinière, eh bien, ses descendants vont être liés avec ce contrat-là et le futur acheteur, le futur propriétaire va être lié à ce contrat-là jusqu'à ad vitam aeternam. Et même quand le tuyau est enfoui et qu'il n'y a plus de pétrole qui circule dedans, c'est encore la servitude. Évidemment, il peut arriver différentes législations qui vont faire en sorte que, OK, on va demander peut-être au propriétaire, pendant qu'il n'est pas au propriétaire, mais à la compagnie pépinière, tant qu'elle est là, d'excaver, aux frais de qui? Soit le gouvernement, soit le propriétaire ou soit la pépinière. C'est des choses qui doivent se décider probablement sur des grands tronçons, pas à la pièce d'un propriétaire à l'autre. Mais c'est des problèmes qui commencent à se vivre au Québec, comme au Canada, comme aux États-Unis. C'est comme l'histoire des problématiques des puits abandonnés, des puits orphelins, comme on dit. C'est qu'il faut gérer ça. Et plus on a de puits, plus on a de pipeline, plus on a de conduites enterrées, et plus il faut mettre en réserve des montants substantiels pour gérer ces infrastructures-là à plus long terme. Peu importe la compagnie, là tu parles de Pipeline Saint-Laurent, peu importe la compagnie. Peu importe la compagnie, la servitude est perpétuelle. La servitude donne-t-elle
Je ne sais pas s'il y a eu une mise à jour depuis le dépôt en 2014 du projet, mais il y a déjà 5 milliards de dollars qui sont garantis par le gouvernement albertain. Ça aide tout le monde. Ça. La longueur du futur oléoduc, c'est 4500 km, donc 720 km au Québec. Il y a des sections où ils vont transformer un gazoduc en oléoduc. Ça, c'est surtout la section ontarienne. Puis, il y a d'autres sections où c'est construction d'un nouvel oléoduc. Le volume, oui. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir faire ça ici aussi? Non, ici, ils ne le feront pas. Ici, ça va être que des nouvelles conduites de l'arrivée en Ontario jusqu'au passage au Nouveau-Brunswick. C'est une nouvelle conduite. Donc, le diamètre de cette conduite-là, c'est d'un peu plus d'1 mètre, 42 pouces. Le volume, je vous en ai mentionné, 1,1 million de barils par jour, mais ça correspond à 40 de la production de pétrole de l'Alberta, confondue, à la fois conventionnelle et non conventionnelle. Les retombées au Québec sont évaluées à plus de 6 milliards sur 40 ans, et ça créerait environ 411 emplois à temps plein pendant 46 ans. Mais ce chiffre-là est trompeur. Parce que la phase de construction qui dure 2 à 3 ans, c'est là où il y a énormément d'emplois. Mais après, ça va être quelques dizaines d'emplois pour les 40 autres années. Si on regarde le débit, oui. Si les gens demandent quel genre d'emploi, ça va être d'entretien, la dizaine d'emplois. La dizaine d'emplois, ça va être surveillance, ça va être communication, ça va être de tout ordre. Je pense que ça va être parce qu'il faut quand même des personnes sur place. Il faut des gens, il faut des porte-paroles qui sont au Québec. 40 emplois, c'est pas grand-chose. Là, je vous poser une question. Quand c'était le gaz de schiste, combien il y a eu de gens du Québec qui ne sont pas arrivés avec des équipes albertaines? Il y avait très peu de gens du Québec. C'est ça. Est-ce que c'est pas des promesses qui arrivent sur le terrain ne seront pas là? Lors de la construction, là, il va y avoir les équipes qui vont faire le soudage, vont probablement des équipes spécialisées qui vont venir de l'Alberta. Oui, parce qu'ils ont dit vont aujourd'hui que les rencontres entre les provinces sont en train de négocier pour que les apprentis des autres provinces aient le droit de travailler au Québec sans avoir à faire d'autres cours ou d'autres accréditations. Oui, mais n'empêche que je pense qu'il y aura sans doute ce que j'appelle les bases œuvres, comme fabriquer peut-être des pièces pour l'industrie. Ça peut être fait au Québec. On voit qu'il y a déjà des entreprises de Bécancour qui se positionnent, comme Canada, qui veulent fabriquer des tuyaux ou des pièces pour TransCanada dans l'éventualité d'un projet comme Énergie Est. Mais la durée de vie d'un pipeline, c'est combien? Ça peut aller de 50 à 100 ans. 100 ans. Oui, c'est pour ça qu'il recycle des vieux tuyaux. Nous autres, c'est ça. Nous autres, on ne recycle pas, mais Enbridge, là, il recycle des vieux tuyaux de 40 ans. C'est vrai pour le gaz. Là, ils vont faire des tests avec de l'eau. Ouais. Pour vérifier s'il est correct. Pas avec du pétrole, mais de l'eau. Mais là, il va falloir comparer entre les oléoducs et les gazoducs, pour voir si ça tient la route. Le 5 milliards aussi garanti par l'Alberta, Oui. ça veut dire qu'il va être subventionné à peu près la moitié. Presque. Ça, c'est juste le gouvernement de l'Alberta ou C'est juste le gouvernement d'Alberta. Qui doit probablement se dire, puis on l'a vu tantôt dans l'expansion des sables bitumineux, qu'en ayant une production provinciale avec les redevances à la clé, qui vont rentrer dans leur argent facilement. C'est ça, le payback là, de 2 ans, là, c'est comprenant. Ça, c'est le payback de 2 ans, c'est pour la pépinière. Pépinière. Ça va en ligne de compte des subventions. Ah, ben là, oui. Là, ça va être. Là, j'ai pas tenu en ligne de compte les subventions. Pas de sens que ça soit subventionné. Ça n'a pas de sens, mais c'est le cas. C'est un projet important, mais c'est pas un petit projet. C'est comme Keystone, ça prend des dimensions géopolitiques mondiales, pratiquement. Puis l'oléoduc, la portion du Québec, elle va suivre celui qui est déjà présent, c'est J'y arrive. On va suivre le gazoduc. Là, j'y arrive. Juste vous mentionner que le gazoduc, qui passe aussi à Trois-Rivières,
Lui a une conduite d'environ 30 pouces. Là. La conduite principale a 30 pouces. La largeur de l'emprise entre 12 et 23 mètres. Longueur 572 km, etc., etc. Mais ce que je veux vous noter, et ce qu'on voit ici, c'est que si on regarde la longueur complète du pipeline et des autres pipelines de TransCanada au Québec, il y a 54 stations de comptage, à ne pas confondre avec pompage, 6 stations de compression, 2829 propriétaires fonciers qui ont une servitude, 24 employés. Ça donne une bonne idée. 24 employés, c'est dans le rapport de TransCanada de la fin annuelle au 31 décembre 2012. Les salaires de ces 24 employés, c'est 3 millions, donc ce sont des bons salaires, on n'a pas douté. Et ils ont investi 156 000 dans la communauté, soit la fabuleuse somme de 55 par propriétaire. Donc, moi, j'ai fait un parallèle avec le futur projet Énergie-Est et je suis arrivé à un chiffre de 19 employés et 125 000 mais probablement que les chiffres vont beaucoup plus à la hausse. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à donner de l'argent à plusieurs communautés pour favoriser l'acceptation du projet. Le diamètre, comme je vous ai mentionné, c'est 42 pouces et à partir du diamètre, on peut calculer la capacité. Il s'agit de multiplier le diamètre, le mettre au carré, multiplié par 625 et on a le nombre de barils par jour. C'est une formule qui fonctionne bien. Je l'ai testé pour différents tuyaux. C'est ce qui semble utiliser l'industrie. Le volume dans cette section-là, évidemment, si on a 1 100 000 barils, ben on a besoin pour un tuyau de 42 pouces, ou d'un mètre environ, 196 km de tuyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une journée, ce 196 km de tuyau se vide quelque part. C'est transféré plus loin en aval. Donc, 196 km sur 24 heures, ça donne une vitesse moyenne de 8 km/h. Donc, c'est une façon, moi je ne l'ai pas trouvé nulle part, mais je me suis dit juste en questionnant, ça fournit la vitesse à peu près, ou le débit. Le débit fournit la vitesse des liquides à l'intérieur du tuyau. 80% des propriétaires visés par le tracé au Québec, c'est propriété privée. 16% du tracé, c'est terre de la couronne. 2% fédéral, 2% municipal, pour un total de 100% ou 720 km. Et notons que sur les 720 km, il y en a 25 km qui passent en Trois-Rivières. C'est quand même beaucoup. Donc, 16% du tronçon total est québécois. Nous avons sur notre territoire 11 stations de pompage et le Léoduc traverse 23 MRC et 70 municipalités environ, à quelques municipalités près. Et ça touche 2000 propriétaires. Probablement que parmi les groupes citoyens, on doit savoir exactement là, combien de propriétaires exactement sont visés présentement par le Léoduc. Mais je vous ai mentionné juste un ordre de grandeur. Là. Je ne pense pas me tromper de beaucoup. Ça, c'est tiré de la description de projet en mai 2014. Donc, on peut voir 23 municipalités, 71 municipalités. Puis, il disait que les municipalités qui seraient les plus affectées seraient Rivière-du-Loup et Kakuna. Kakuna, principalement à cause du port. Mais qui n'est plus là, pour le moment. Qu'est-ce qui est transporté dans le tuyau? Du pétrole non conventionnel, du pétrole synthétique, du pétrole dilué, qu'on appelle aussi le sylbite, et du pétrole de schiste, qui provient autant de la Saskatchewan que du Dakota du Nord. Parce que il faut bien comprendre que tous les réseaux, autant ferroviaires que pipeliniers, ce sont des réseaux qui sont interconnectés et puis ça peut très bien partir du Canada, aller aux États-Unis, retourner au Canada, partir aux États-Unis, puis revenir encore au Canada dans l'Est, dans les méridiens. Et ça pourrait transporter aussi du pétrole lourd conventionnel qui proviendrait de l'Alberta et Saskatchewan. Le tracé de la frontière ontarienne jusqu'à presque Québec, la partie ouest, on peut dire, du Québec. Donc, on a des stations de pompage à La Chute, Mascouche, et là, il appelle la station de pompage Saint-Maurice.
Et moi, j'ai cru longtemps que c'était dans la municipalité de Saint-Maurice, mais c'est à Trois-Rivières. Et d'ailleurs, c'est curieux parce qu'il semblait avoir une guerre entre le maire de Trois-Rivières et le maire de Saint-Maurice pour savoir qui l'aurait. Pas qui l'aurait pas, mais qui l'aurait. Donc, le tracé ici, comme on peut voir aussi, bien évidemment, il y a la couronne nord de Montréal. Ça traverse plusieurs rivières, dont la Saint-Maurice à Trois-Rivières, etc. Juste, on va aller voir le détail un peu plus loin. Pour la région de Louisville, Louisville se trouve ici, la station Masquinongé, la station de Trois-Rivières. Donc, on peut voir que il y a des sections, comme on peut voir, de l'éoduc qui sont en rouge et en bleu. Qu'est-ce que ça signifie? Les trucs qui sont en rouge, ce sont des sections, des tronçons du tracé où l'oléoduc est éloigné du gazoduc. Tandis que les sections en bleu, c'est parallèle au gazoduc, dans la même emprise. Et pourquoi qu'ils ont fait ça? Parce qu'il n'y a qu'une seule. La servitude est déjà là. Le propriétaire, c'est le même propriétaire. Ils sont habitués que ce propriétaire-là. S'ils vont chercher un autre propriétaire, comme ici, en partant de Pointe-du-Lac, en suivant tout le pourtour de Trois-Rivières, ce sont des nouveaux propriétaires. Ce n'est pas des propriétaires faciles à gagner. Fait que pour nous, c'est quelque chose qu'il faut tabler là-dessus. Ici, par contre, les zones en bleu sont à côté d'un gazoduc. Et moi, à chaque fois, j'ai demandé à TransCanada quels sont les risques supplémentaires associés au gazoduc. On me répond, ben, on n'en a pas. De toute façon, c'est nous qui gérons le gazoduc. S'il y a un problème avec le gazoduc, on va le régler. C'est la réponse que j'ai. C'est insuffisant, mais bon. Donc, on peut quand même, selon le tracé, il faut qu'on ait ça en tête. Est-ce que c'est à côté du gazoduc ou non? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des sections où ils ne passent pas à côté du gazoduc? Je crois deviner les choses. Parce que le gazoduc passe vraiment dans l'agglomération de Trois-Rivières. Et entre 1970 et aujourd'hui, la ville de Trois-Rivières s'est considérablement développée. Les quartiers domiciliaires poussent, et en poussent encore à Trois-Rivières-Ouest. Et à cause que Trois-Rivières-Ouest se développe beaucoup, dès qu'ils arrivent à proximité de Trois-Rivières-Ouest, ils montent vers le nord, ils se dirigent vers l'aéroport. Donc, ça, c'était une carte du 18 décembre 2014, où on peut voir, excusez-moi, pour la région de Louisville, on voit que c'est au nord, puis tous les petits chiffres que vous voyez en bleu, ce sont des franchissements cours d'eau. Il y en a énormément, puis on peut voir qu'il y a une petite modification de tracé ici, entre le cours d'eau 246 et 247, il y a une petite modification. On voit qu'entre 2014 et 2015, il n'y a pas eu beaucoup de modifications sur le tracé sur la rive nord du fleuve. Donc, un agrandissement. Et là, c'est avec des cartes de l'UDA, le consultant UDA, qui est le partenaire de TransCanada pour le tracé, pour déterminer où est le tracé. Comme ici, on peut voir que le futur oléoduc va traverser la rivière du Loup dans un méandre à cet endroit-là. Et là, on peut voir sur cette carte-là, parce que ce qui est déposé à l'Office national de l'énergie, ce sont des dizaines, des centaines de documents avec des milliers de pages, des dizaines de milliers de pages. Et il y a des choses quand même intéressantes. Comme ici, on peut voir le tracé de l'oléoduc avec des petits points. Et quand il y a des points jaunes, ce sont des zones humides. Donc, on peut voir qu'en arrivant vers Trois-Rivières, il y a des zones humides. Et toute la section ici, autour de l'aéroport, ce sont des zones humides. Si vous marchez par là, vous allez voir, il y a beaucoup de tourbières. Donc, ils ont évité cette zone-là. Ils se sont dirigés vers Saint-Étienne-des-Grès. Ils ont traversé la rivière Saint-Maurice un petit peu en amont, au nord de 500 mètres en amont du point le plus au nord, si on peut dire, du tracé. Il passe sur la Gabelle, peut-être? Non, il passe. La Gabelle est quand même peut-être à peu près ici. Fait que ça, dans Saint-Maurice, ça va passer en dessous de Saint-Maurice? En dessous de Saint-Maurice. Okay. Là, ici, j'avais donné une conférence à Louisville, puis j'avais présenté justement les rivières qui sont les plus à risque, les passages de rivières qui sont les plus à risque, parce que c'est une zone où on a beaucoup de glissements de terrain. Les terres sont argileuses dans cette région-là.
Et on s'attend à ce que dans les années à venir, il y ait des crues importantes et puis qu'évidemment, il y ait des affaissements, etc. Donc, là, on va voir le rapport. Il y a eu une étude qui a été menée au mois d'octobre 2014 par 2 spécialistes. Et puis, en ce qui concerne la petite rivière du Loup, ça a été évalué comme un franchissement à géorisque élevé. Ça veut dire qu'il peut y avoir des glissements de terrain, etc. Je vais vous en montrer plus les photos, ça va être plus parlant. Ici, on voit par exemple, on voit que ça vraiment que la pente est prononcée, puis il peut y avoir des affaissements. La rivière Chakura, là on voit qu'il y a même des arbres qui tombent, c'est quand même encore plus notable. Et ça, c'est pris les photos aux endroits où le léoduc est supposé traverser. Ce n'est pas un endroit au hasard dans la rivière Chakura, c'est là où ça devrait passer. Donc encore là, géorisque élevé. Là, c'est le passage de la rivière du Loup, le méandre que je vous montrais tout à l'heure. Ici, il y a vraiment instabilité des pentes. D'ailleurs, on le voit même sur la photo ici. La photo, je ne sais pas d'où elle vient. C'est ça, une vue lidar, donc c'est une vue satellitaire. La rivière du Loup, ici, sur la rive gauche, le talus est sapé. Sur la rive droite, il y a une érosion. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils disent que l'affouillement latéral, c'est-à-dire de quelle distance le cours d'eau se déplace vers l'intérieur des rives, c'est de l'ordre de 0,2 m par an, puis sur la rive gauche de 0,3 m par an. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'une fois tous les 100 ans, s'il y avait une inondation sérieuse, le fond, parce que le débit devient très important, le fond il est affecté par la quantité d'eau et ça pourrait poser une zone d'affouillement, c'est-à-dire que la profondeur, c'est comme si le sol serait dégagé sous l'eau de 2,4 mètres. Donc, 2,4 mètres, c'est plus. C'est un peu comme la la profondeur. Nicolette puis la Masca qu'on dit qui s'écroule par en dessous, qui se mène par en dessous. Comme si tout d'un coup, tu as un éboulement, puis c'est parce que ça s'est creusé en dessous. Ben, là, il y a différents. Là, ici, Ça dépend des je ne pense pas que ce soit le cas parce que tu parles du lit de la rivière. Je parle juste je parle du lit de la rivière et je parle de ce qu'une inondation peut faire, de ce qu'une crue peut faire, pour bien parler. Mais c'est une crue, c'est vraiment un débit d'eau printanier ou pour d'autres raisons, parce qu'il y a parfois des barrages aussi, comme à la rivière Saint-Maurice, il y a plusieurs barrages. C'est un barrage sèche, c'est une crue printanière, pas à peu près. Et donc, on peut voir quand même que les profondeurs d'affouillement, quand tu arrives à un résultat comme plus d'1 mètre, il y a un risque élevé, c'est le moins qu'on peut dire. Donc, ici, la petite rivière Yamachiche, chez la rivière Yamachiche, on peut voir en rouge des zones où il y a justement encore là des glissements qui sont probables. Donc, on le voit que le tracé de l'éoduc traverse ces zones-là. On voit des photos, encore là. Et le 9 juin 2015, il y a eu dans la presse plus un spécial sur la question du franchissement des rivières par le léoduc Énergie-Est, par le projet Énergie-Est. Et là, il y a des spécialistes qui ont été interviewés par des journalistes, et puis, dont un de l'École polytechnique. Et puis, il dit qu'un glissement de terrain peut emporter la conduite. Il faut protéger les berges. Et puis, les chantiers pour faire la tranchée, pour faire passer, peuvent aussi déclencher des glissements de terrain. Donc, un risque qu'il faut tenir compte aussi lors de ces travaux-là. Là, c'est un autre spécialiste qui parle et il dit que en cas de rupture d'un barrage, il ne faut pas sous-estimer ces risques parce que techniquement, on n'est pas encore capable de prédire comment les dommages seront répartis. C'est-à-dire les coups d'eau, comment ça va affecter autant le cours de la rivière que des infrastructures en amont. En aval, excusez-moi, ça va être difficile. Bon, ça c'est la différente traversée des cours d'eau pour la région de Louisville. On avait la largeur en mètres, etc. Et le type de tranchée ou de franchissement. Pour Trois-Rivières, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, pratiquement toute la ville de Trois-Rivières
on suit la limite nord de la ville et on s'éloigne du gazoduc récurrent. Là, la carte de 2014, on peut voir, ici, là, c'est Saint-Étienne-des-Grès. Ici, c'est Trois-Rivières. Là, on est plus vers le point du lac Trois-Rivières-Ouest. Là, ici, on a la 55 en rouge. On a la voie ferrée Québec-Gatineau. On a la rivière Saint-Maurice ici avec les Forges. La Gabelle est un peu plus au nord. Donc, l'oléoduc traverse la rivière Saint-Maurice à cet endroit-là. Donc, comme je vous ai indiqué, là, à peu près à entre 500 mètres et 1 km de l'endroit le plus au nord. Ça, c'est encore la même chose. Ici, c'est la station de compression qu'on appelle la station Saint-Maurice, qui est à Trois-Rivières. Ça, c'est Trois-Rivières, ça, c'est Saint-Maurice. Donc, on est tout près des abords de la 40. À côté, vous voyez, il y a des infrastructures de gazoduc, de gaz métro à cet endroit-là. Ça va être probablement les lots voisins, sinon les mêmes lots, je ne sais pas. Là. Et là, le 30 juin, je viens juste de le découvrir aujourd'hui, il y a eu un dépôt de l'Office national d'énergie de plusieurs documents encore, plusieurs centaines de pages, et j'ai été chanceux. Il y a eu un rapport complémentaire numéro 3 de l'annexe J du plan de protection. C'est juste pour vous dire à quel point il peut y avoir des documents. Et on retrouve dans ce document-là la cartographie environnementale du tracé section Masquinongé. Section Masquinongé, c'est entre Saint-Barthélemy et Champlain. Donc, nous, ici à Trois-Rivières, on est dans la section Masquinongé. Donc, ici, on a le tracé en question. On peut voir ici, on a des cartes, mettons carte 68, 69, 70, 71, 72. Et on voit ici les limites de l'île de Trois-Rivières en tireté jaune. Plutôt ici aussi, là, parce que là, on a une promenade du Mont-Carmel. Trois-Rivières, ça suit vraiment la limite, est en dessous de l'oléoduc pratiquement. Donc, si on regarde le détail des cartes, c'est intéressant parce que pour la première fois, déposé à l'Office national de l'énergie, on a les cartes précises avec les lots, c'est des photos aériennes, on voit les numéros de lots. Donc, on peut facilement se repérer sur le terrain puis rejoindre le propriétaire de ce lot-là. Là, c'est toute beauté de voir ça. Donc, on a les rivières qui sont indiquées en bleu. Donc, les franchissements, il y a toujours comme une croix, là, parce qu'il y a des franchissements de cours d'eau. Malheureusement, les stations de compression ne sont pas indiquées, mais c'est quand même utile de voir. Et puis, dans cette annexe-là, on a la carte. Puis, en dessous de la carte, il y a plein de petites cases, pareil, à même la feuille Excel, si on peut dire, qui indiquent s'il y a... je ne sais pas, moi, s'il y a un risque au niveau de l'archéologie, s'il y a un risque au niveau des poissons, un risque au niveau des plantes, etc. Donc, ils ont associé pratiquement chaque lot, chaque zone de l'oléoduc, c'est découpé en tronçons de quelques centaines de mètres, avec tous les risques associés pour cette section-là de l'oléoduc. Ces risques qu'ils mentionnent sur ces tracés-là ou ces cartes-là, ça vient d'où? Ce sont des consultants, comme là c'est le consultant UDA, mais comme on a vu tantôt pour les décisions de terrain, c'est les consultants Golder de Calgary, mais c'est des grandes firmes d'ingénierie. Et là, je vais vous montrer un exemple. Bon là, c'est le franchissement de la rivière Saint-Maurice. Ça, c'est un peu plus, là, on est du côté de Mont-Carmel. Ici, on est à Mont-Carmel. Là, c'est la limite de Trois-Rivières. On a tous les numéros de l'eau. Puis là, on traverse une emprise hydroélectrique. Puis, il faut noter qu'ils ont passé l'oléoduc, ils l'ont passé en angle droit avec l'emprise hydroélectrique. Donc, on voit qu'ils ont changé vraiment l'orientation de l'oléoduc pour tenir compte de la ligne hydroélectrique, pour éviter probablement les problèmes de corrosion à venir. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont tenu compte du maximum de choses qu'ils pouvaient tenir compte. Je comprends vraiment pourquoi ils font un V, même un SICO, il aurait pu qu'ils vont longer la ligne pareil. Tu parlais d'un risque de corrosion. C'est parce que c'est ici, là. Ouais. Oui, ils auraient pu traverser à angle, ils auraient traversé à 45 degrés dans l'emprise. Là, ils le traversent à 90 degrés. Il y a quand même une différence au niveau de la distance quand tu prends le sinus. Là, tu peux voir que tu as beaucoup plus long à traverser si
si tu allais, comme tu disais, en ligne droite. C'est pour des raisons de sécurité qui ont fait ça, tu présumes? Des raisons de corrosion. OK. Ici, tu as un autre exemple. Là, on est à la limite entre Trois-Rivières et Saint-Maurice. Et là, on est du nord au sud. Tu sais, la carte est complètement à 90 degrés. Mais on peut voir que ça suit des lots. Là, tu as un seul propriétaire. Là, tu as un autre propriétaire. Bon, c'est peut-être même le même, on ne sait pas, là, parce que des fois, les grandes fermes ont plusieurs lots. Mais on peut voir qu'en suivant les lots comme ça, dans le sens de la longueur, il y a un moins grand nombre de propriétaires à rejoindre. C'est pour ça qu'à Trois-Rivières, on en a peu. Parce qu'il y a au moins 2 zones là, où tu prends les lots dans la longueur au lieu de les prendre sur la largeur. Parce qu'imaginez cette distance-là prise dans ce sens-là. Il y aurait beaucoup plus de propriétaires visibles. Et là, comme je vous ai indiqué, dans cette carte-là, dans cette annexe-là, on a toute une série de contraintes, si je peux dire, environnementales, milieu humide, habitat du poisson. Et là, c'est écrit ici, début du chaînage, fin du chaînage. C'est vraiment la position mètre par mètre de l'oléoduc. Donc, à partir de la station de compression de Masquinongé, on est à 26 859 mètres et jusqu'à 27 676 mètres. Donc, on a presque 1 kilomètre de l'oléoduc. C'est très précis. Et bien là, on a un marécage. Et là, il faut faire l'atténuation NNH1. C'est tout codé, codifié comme ça. Et selon, parce que ça arrive à plusieurs moments, c'est habitat du poisson, ML236, ML238, 237, etc. Il y a des choses qui reviennent. Mais il y a des choses particulières mais qui tentent de codifier. Puis quand tu cliques sur ça, ça t'amène à ce qu'ils vont faire, le moyen de mitigation pour régler le problème. Si on en essaye un, comme ici, c'est à quel endroit? Là, on est près de là, c'est la station de compression qui n'est pas indiquée. Je ne sais pas ce qu'elle va être exactement. Elle va être entre là et là. Ça, c'est Saint-Maurice. Ça, c'est Trois-Rivières. Je ne sais pas ce qu'elle va être exactement. Mais ce qui va être indiqué, ça va être, mettons, code NCE1C1. Bon, ça, c'est des problèmes de communauté écologique d'intérêt. C'est pas mineur, c'est un majeur. Tu as quelque chose où au niveau écologique, c'est peut-être une zone de préservation qui n'est pas protégée. Bon. Aucun effet n'est anticipé considérant que la méthode de franchissement sans trancher est envisagée. Bon. Préalablement à la construction, Énergie Est identifiera clairement les limites de l'aire de protection et l'entrepreneur sera responsable de mettre en place et de maintenir une signalisation appropriée et des barrières de protection. Ça, c'est pas grand-chose. C'est vraiment le minimum. Si par contre, il y a une tranchée, l'objectif de la mesure d'atténuation est de diminuer la largeur de l'empreinte et les nouvelles perturbations. Préalablement à la construction et conjointement avec le propriétaire, Énergie Est identifiera le début et la fin de la zone écologique. L'entrepreneur doit s'assurer de clairement identifier sur les plans les mesures d'atténuation. Alors, mais quelles mesures d'atténuation? L'entrepreneur sera responsable de mettre en place et de maintenir la signalisation et les barrières, comme tantôt. L'entrepreneur doit s'assurer de prendre les mesures pour réduire le nivellement aux zones indiquées à la cartographie environnementale du tracé. Bon. L'entrepreneur. C'est lui-même, là, c'est ici? TransCanada? Non. Oh, c'est qui, donc? C'est le sous-traitant. Ah, oui. C'est le sous-traitant, c'est certain que c'est le sous-traitant. Ça va toujours être ça. Ah ouais, lui, l'ingénieur de C'est surveillance. sous-traitant qui sont responsables. Ah ouais, t'as le ministère des Transports. T'inquiète pas que TransCanada aura ses surveillants. Ça, c'est pas, Ah oui, ah ok. il n'y a pas de doute. Chronologie du projet, ça a commencé en octobre 2012. Donc, on dormait au gaz. Avouez-le. S'il y a quelqu'un qui savait ça en octobre 2012 qui se lève. L'industrie disait viser les marchés de l'Ouest en passant par l'Est. Donc, le projet était presque dessiné. En janvier 2013, il y a une société qui est créée au Québec, dans le registre des entreprises qui s'appelle Oléoduc Énergie Est. Vous avez déjà trouvé leur nom. En janvier 2013. En février 2013, le Conseil des Canadiens, qui est un organisme environnemental, nous mettait en garde. Attention à ce projet-là, ce qui s'en vient, ça va être majeur, puis il faut se préparer.
Juin 2013, c'est là qu'il y a eu un début de mobilisation citoyenne avec Équiterre principalement. Nous, à Trois-Rivières, comité gaz de schiste de Mauricie, on a questionné le conseil de ville, on a essayé de. J'ai commencé à donner des conférences au mois d'août 2013, juillet 2013. Juillet 2013, Gaz Métro se questionne sur le projet. Parce qu'eux, compte tenu qu'il y a une conversion de gazoduc, ils se disent ouais, mais moi, mon gaz, je vais aller le chercher où là? Parce que moi, j'ai des projets gaziers intéressants au Québec. Je vais être sûr d'aller de l'avant, moi. Je veux avoir encore plus de développement domiciliaire avec des gaz naturels à la clé. Fait que, se questionne, mais c'était pas encore, ils n'avaient pas encore sorti leur arsenal. Août 2013, TransCanada annonce qu'ils vont de l'avant avec le projet parce qu'ils ont déjà trouvé une bonne partie de l'argent et puis ils ont déjà le carnet de commandes qui est rempli. D'ailleurs, on l'a vu avec le graphique que je vous montrais tout à l'heure. Les producteurs de l'Alberta n'attendent que ça. Mars 2014, le projet est enfin décrit et il est publié en plusieurs volumes. Il n'est pas encore déposé à l'Office de l'énergie. Il va être déposé quelques mois plus tard, en octobre 2014. Coule pas chez nous, mai 2014. Juin 2014, il va y avoir un bac pour étudier le tuyau à fond, qui disait le ministre Hortel à l'époque. Et en octobre 2014, le Gaz Métro qui dit « Oh, que ça va pas bien, je ne parviens pas à m'entendre avec TransCanada ». Finalement, ils se sont entendus quelques mois après. On n'entend plus parler de Mme Brochu, comme quoi c'est un problème TransCanada. Donc, je vais passer vite là-dessus. Ici, c'était alors le gouvernement Marois. Dès le début, un peu, on voyait ici Mme Marois qui était ouverte à l'idée d'un nouvel oléoduc. Et elle était avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Ici, c'est Philippe Couillard en campagne électorale où on le questionne sur TransCanada dans le Bas-Saint-Laurent. Il dit c'est le fun, ça va traverser le Kamouraska, Témiscouata, il va y avoir un port pétrolier à Gros-Kakuna. C'est une belle occasion de développer le port. C'est ce qu'il disait à l'époque. Et puis, le 30 mai 2014, il y a eu on a une espèce de document qui faisait état de l'ensemble des dossiers des hydrocarbures. Et en ce qui concerne l'Énergie, il disait qu'il était pour mandater rapidement un bac. Ça a pris du temps, mais ils l'ont fait. Et mandater la Régie de l'énergie pour évaluer les impacts du projet sur le marché du gaz naturel. Parce que ça, c'est clair que Gaz Métro parlait au gouvernement, puis le gouvernement aussi, ayant un préjugé favorable au gaz naturel, essayait aussi de faire des pressions pour que dérouiller l'impasse, qu'on appelle du triangle de l'Est de l'Ontario. Bon. Juin 2014, un BAP se penchera vraisemblablement sur l'ensemble du tronçon québécois, et pas strictement sur la construction d'un terminal portuaire. Le projet de TransCanada soulève énormément de questions, notamment d'acceptabilité sociale, et Kakuna et le tuyau seront analysés et étudiés à fond. C'est ce que je citais tout à l'heure dans mon petit résumé. 8 juin 2015, on voit dans un article du Devoir, le rapport du BAP devra être transmis au gouvernement au plus tard 60 jours avant le début des plaidoiries à l'Office national de l'énergie. Ça ne laisse pas grand temps pour se préparer, ça. Cette étude ne tiendra pas compte des émissions de gaz à effet de serre émises par la production du pétrole et des sables bitumineux qui coulera dans l'activité pleine. Pas plus que des émissions une fois que ça quitte le territoire du Québec. Donc, ça n'examine pas grand-chose. Constitution chimique,